Alors, bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons découvrir le serveur web interne de Webpack. Donc Webpack nous permet, lorsque l'on veut faire des essais rapidement et écrire un petit peu d'HTML, de JavaScript et de CSS, d'avoir un serveur web directement intégré. L'avantage, c'est qu'il va nous permettre de profiter de fonctionnalités avancées, dont notamment le Hot Module Reload. Alors pour le faire fonctionner, il faut commencer par l'installer. Donc vous vous rendez au niveau de votre projet et vous faites un coup de npm install-d webpack dev server. Alors, actuellement, on est à la version 2.7.0. C'est une version qui a un léger petit bug, malheureusement, et du coup qui va planter un petit peu le système. Donc je vais quand même l'installer juste pour vous montrer. Si jamais vous rencontrez ce problème-là, au moins vous saurez d'où ça vient. Donc ce serveur de développement va permettre de lancer un serveur Node.js. Et ce serveur va être capable de distribuer des fichiers que l'on aura mis dans un dossier spécifique, mais aussi de distribuer les assets qui vont être compilés. Donc c'est très pratique pendant la phase de développement, mais ça ne sert vraiment qu'à la phase de développement. N'utilisez pas ce serveur pour créer un vrai serveur web. Une fois que je l'ai installé, je vais pouvoir l'utiliser en lieu et place de ma commande Webpack. Donc dans le cas de ma commande dev, dans mon package.json, je vais lui dire, plutôt que de faire un Webpack, je veux que tu fasses un Webpack-dev-server. J'ai juste ça à changer. Ce que je peux faire aussi, c'est mettre un --open et dans ce cas-là, il ouvrira le navigateur dès qu'on fera un Webpack Dev Server ou un npm run dev. Moi, je ne vais pas mettre open, je préfère l'ouvrir manuellement. Si maintenant je refais un coup de npm run dev, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il me dit le projet fonctionne sur cette URL-là et je te distribue les assets depuis le dossier /dist, dossier que j'ai configuré à travers la propriété public path. Si j'essaie d'ouvrir ce lien, donc je copie l'URL et je l'ouvre au niveau de mon navigateur, mais qu'est-ce que je vois? Je vois ma page HTML ainsi que mon système qui fonctionne. Donc par défaut, ce que va faire cette commande, c'est qu'il va distribuer tous les fichiers qui se situent à la racine. Donc si par exemple j'essaie d'accéder à mon log.js, qui était un fichier de test, donc ça va être /log.js, j'y ai accès. Et il n'y avait pas d'S au passage. Donc on a la possibilité de configurer ce serveur de développement. Donc pour cela, ça va être dans la partie configuration et on a une partie dev server. Donc il y a pas mal de propriétés, on va voir les propriétés importantes. Donc d'abord on a le content base. Le content base, ça va être le nom du dossier que l'on souhaite servir. Nous ici c'est plutôt simple, ça va être le dossier courant. Mais si vous aviez vos fichiers HTML dans un sous-dossier public par exemple, on va le faire, histoire de tester. On s'imagine avoir un dossier public dans lequel on a notre index.html. Et c'est dans ce dossier public où on aurait peut-être les assets à la fin. Dans ce cas-là, ce que je peux faire, c'est au niveau de mon webpack.config.js, je vais lui dire, je veux que tu mettes mes fichiers de destination à l'URL /assets. Les fichiers iront non plus dans le dossier dist qui se situe ici, mais iront dans un sous-dossier public puis assets. Donc ça fera public/assets. Public/assets. Mon serveur web, lui, vu qu'il va rendre le dossier public par défaut, il va s'attendre à ce que ça soit bien ça le chemin. Et je vais devoir changer mon serveur interne. Donc ici, je vais mettre dev server, et le content base, ça sera le dossier public. Donc je peux faire un path.resolve et je vais rendre le dossier public. Maintenant, si je relance ma commande npm run dev, il va utiliser ma configuration et vous voyez qu'il va distribuer les fichiers qui se situent dans le dossier public. Lorsque je réactualise ma page, je vais du coup obtenir le même résultat. Il va bien charger le fichier index.html, par contre il ne sera pas chargé ni le app.css ni le app.js. Ces fichiers sont maintenant servis par /assets /app.css. Et de la même manière, alors le CSS n'est pas compilé pendant la phase de développement, mais le JS va être distribué via /app.js. Donc il faut que je reflète ces changements au niveau de mon fichier HTML. Donc on aura, le CSS on s'en fiche, et ici on aura le /assets /app.js. Et maintenant ma page refonctionne. Donc si je revais à la racine, je vois bien ma couleur de fond. Un des avantages d'utiliser le serveur web de Webpack, c'est qu'on a la possibilité de mettre en place le hot reload. Le principe du hot reload ou rechargement à chaud, c'est d'être capable de recharger des modules sans forcément rafraîchir la totalité de la page. Donc comme on l'a vu au tout début, ce que fait Webpack avec les require et les imports, c'est qu'il détecte les morceaux qui vont être nécessaires pour notre application et il va les mettre dans des petites fonctions qu'il est ensuite possible de require. L'avantage, c'est que pour certains blocs, il sait comment les reloader. Et plutôt que de recharger toute la page, il va dire « Ah, mais ce bloc-là, je vais l'enlever et je vais le recharger. »
Par exemple, avec le style loader, il va dire « Ah, ben, le style loader, il n'y a pas besoin de recharger la page, je vais juste enlever la balise de style que j'avais mis au niveau de l'entête et remettre la nouvelle. » Donc, ça permet d'avoir ce système de rafraîchissement à chaud. Donc, pour l'activer, il faut, au niveau de notre serveur, donc dans la configuration, lui dire « On veut le hot à true. » Et dans ce cas-là, il l'activera. Il faudra aussi rajouter un plugin qui est le plugin Webpack Hot Plugin. Mais il y a un raccourci pour faire tout ça beaucoup plus simplement, c'est qu'au niveau de votre ligne de commande, vous pouvez rajouter le drapeau "-hot", comme ceci. Si vous faites ça, lorsque vous allez recompiler, il va mettre en place le hot reload. Et lorsque je réactualise ma page, hop, il va essayer d'activer le système et il va me sortir une petite erreur parce qu'il va charger le socket.js dans le dossier asset et il ne le trouve pas. Si je regarde au niveau de ma console et que je regarde la page, effectivement ça ne marche pas. Alors après avoir un petit peu cherché, j'ai trouvé que il le cherchait en fait à la racine. Donc il y a un problème au niveau de la configuration et c'est un bug qui est actuellement dans la version 2.7. Ils ont introduit une nouvelle propriété de configuration qui permet d'indiquer au socket comment fonctionner. Alors vous avez deux solutions du coup pour remédier à cette problématique-là. Soit vous faites un rollback et vous retournez à la version 2.6.1, soit vous rajoutez au niveau de la configuration de Webpack, dans votre partie configuration, on a une nouvelle propriété qui est le sock.js préfixe. Et nous, on va lui dire, il faut que tu préfixes par /assets, du coup. Voilà, et sans le slash à la fin. J'ai juste rajouté ça, je refais un coup de npm run dev, je réactualise ma page, et je vois que je n'ai plus les erreurs. Et on me dit bien, le hot reload a été activé. L'autre solution pour solutionner cette problématique-là, c'est tout simplement de ne rien faire à cet endroit-là. Et lorsque l'on fait un npm install, et que l'on installe le dev server, on installe la version 2.6.1, qui est la dernière version avant la 2.7. Donc là, à vous de voir, peut-être qu'au moment où vous ferez cette vidéo, la version 2.7 aura été corrigée et vous n'aurez pas le problème. Mais là, pour l'instant, nous, on va faire ça, on va se figer sur la 2.6. Si je relance un coup de npm run dev, mon serveur de développement se relance, et je vois bien qu'il va charger les WebSockets à la racine. Dans ma partie network, il charge les sockets, c'est ici, à la racine. On n'a plus ce problème-là. Donc l'avantage, comme je vous l'ai dit, du hot reload, c'est qu'il est capable de recharger les choses à chaud. Alors, si je vous montre un exemple, je vais redimensionner un petit peu mon éditeur. Et on va modifier le CSS. Donc le CSS a l'avantage de directement intégrer le hot reload. Donc je retire ça, je sauvegarde, et je vois que ça se change. Si je regarde au niveau de ma console, hop, on va essayer de mettre ça correctement. Si je remets cette ligne-là, alors il rafraîchit, c'est bizarre, mais c'est sûrement à cause de l'URL là, parce qu'il a besoin de rafraîchir. Mais si je change par exemple le translate et que je mets un gros translate, je vois qu'il n'y a pas de réactualisation. Il va faire les choses dynamiquement, ce qui va me permettre de travailler sur le CSS sans forcément recharger la page. Ce qui est très pratique si vous utilisez un framework relativement lent et que la page met une seconde à se charger. Ça vous permet de tester les changements en live. Alors pour le JavaScript, c'est aussi possible de l'utiliser, mais en général, vous n'allez pas forcément faire le code vous-même. Pour ce système de rechargement automatique, ça va dépendre des frameworks que vous utilisez. Donc React, Angular et Vue.js par exemple ont des loaders spécifiques qui permettent d'injecter le code qui permet de faire du hot reload. Donc vous n'avez même pas à vous en occuper. Vous pouvez écrire le code vous-même, mais c'est vraiment assez compliqué, il faudrait vraiment plonger dans le code. Donc pour l'instant, on se contente juste de regarder comment fonctionne Webpack. Donc ça vaut pas forcément le coup d'aller chercher midi à 14h. Mais si vous êtes intéressé, il faut vous rendre dans la partie guide, et c'est la partie HMR. Donc pour Hot Module Replacement. Donc on vous explique comment ça fonctionne. Donc là, c'est les changements que l'on a fait. Nous, on n'a pas eu besoin de rajouter le hot true parce qu'on met directement le drapeau. Mais globalement, si on veut qu'un JavaScript soit capable de se recharger, il faut mettre ce petit code en plus. Donc on lui dit, si module hot est activé, lorsque on va avoir un rechargement, voilà ce que tu vas devoir faire. Donc par exemple, si on avait un système qui mettait des événements JavaScript, il faudrait les enlever pour qu'ensuite le code puisse être relancé. Donc ça marche bien dans le contexte des web components parce qu'on peut recharger des composants à chaud. Mais si vous avez du JavaScript qui fait des événements, des choses comme ça, ça ne sera pas du tout pratique à utiliser. Dans tous les cas, au pire, ça rechargera la page. Bon, si vous redescendez encore, on vous explique que ça fonctionne par défaut avec le CSS. Ça, on le sait, on vient de tester. Et si on continue de descendre, on nous montre les frameworks qui supportent justement le HMR. Et on a ces différents systèmes.
Un petit détail aussi, au niveau du Webpack Dev Server, un des trucs que je trouve super sympa, c'est la possibilité de mettre un overlay. Donc, je crois que c'était quelque chose qui était activé par défaut et ça ne l'est plus. Mais si vous allez dans votre webpack.config.js, dans la partie Dev Server, vous pouvez mettre un overlay à true. Dans ce cas-là, lorsque vous allez lancer votre serveur et commettre une petite erreur, par exemple essayer de charger un fichier qui n'existe pas ou tout simplement faire une erreur au niveau du linter, il vous l'affichera en console comme d'habitude, mais il vous l'affichera aussi au niveau de votre navigateur. Si j'essaie de charger un fichier qui n'existe pas, hop, je vois directement que j'ai l'erreur en console, mais si jamais j'avais la console fermée pour une raison X ou Y, ça me permettrait de comprendre de quoi il en retourne. De la même manière, si je fais une erreur au niveau de mon JS, par exemple j'importe la config que je n'utilise jamais, je vais avoir les erreurs directement en front, ce qui est super pratique pour travailler. Ça vous permet comme ça d'avancer et de détecter les erreurs dès que vous la faites. Et vous n'êtes pas obligé d'attendre la prochaine compilation. Autre petit détail concernant l'HTML, c'est vrai qu'on peut se dire, le problème c'est que dans le cas de PHP, j'ai bien compris, j'utilise le manifest.json, je parse, et je peux comme ça dire si je suis en dev, j'utiliserai l'URL localhost 2.80.80 et je chargerai le fichier app.js. Et si je suis en prod, dans ce cas-là, je chargerai le manifest.json et je mettrai le bon nom. Par contre, qu'est-ce qui se passe si moi je veux juste faire une intégration HTML? Du coup, il me faudrait un moyen d'injecter les bons chemins. Donc dans ce cas-là, vous avez un plugin que vous allez pouvoir utiliser qui est le plugin HTML Webpack Plugin. Donc là, je vais aller sur la documentation, je remonte tout en haut et dans la partie plugins, je vais prendre le HTML Webpack Plugin. Donc il faut commencer par l'installer comme d'habitude. Et ensuite, si on lit un petit peu plus bas, on nous dit ce plugin permet de générer de l'HTML5. Donc là, c'est tout de suite ce que l'on va essayer. Donc on vient de l'installer. Et on va rajouter ce petit plugin. Donc je commence par l'inclure tout en haut de mon système. Donc dans la partie Webpack Config, hop. Je monte tout en haut et je vais rajouter la constante. Donc vous voyez, ça commence à faire pas mal de plugins. Ensuite, je rajoute ce Webpack HTML plugin. Et on va le mettre que dans tous les cas, en fait, que l'on soit en dev ou pas en dev, on va en avoir besoin. Si maintenant je relance ma petite commande npm run dev, hop, je vois que dans les fichiers mis, il y a un nouveau fichier qui s'appelle index.html. Si je regarde au niveau de ma page, elle n'a pas changé, mais par contre dans le dossier assets qu'il va générer, il va générer un nouveau fichier HTML. Fichier qui ne contient absolument rien, si ce n'est qu'il charge le JavaScript. Si on avait notre Webpack Extract Text Plugin, il rajouterait la balise link. Si je fais d'ailleurs un npm run et prod pour pouvoir sortir les fichiers de production, en plus des fichiers CSS et JS que j'avais jusqu'à maintenant, il va aussi sortir un fichier index.html. Fichier qui du coup contiendrait les bonnes références. Si je regarde à l'intérieur, j'ai bien le fichier CSS avec le H et le fichier JS avec le H. Donc ça peut être super pratique pour travailler. Si vous le souhaitez, vous avez aussi la possibilité d'utiliser un template. C'est ce qui vous explique, mais dans ce cas-là, c'est directement dans la configuration du plugin. Donc vous allez dans la documentation du plugin et vous avez le file name. Et vous avez la possibilité d'écrire un template. Donc après, personnellement, c'est quelque chose que j'utilise pas parce que c'est rare que je fasse un site qui est purement en HTML. En général, j'ai vraiment mon PHP derrière et du coup, j'utilise juste le serveur de développement en tant que distributeur d'assets. Mais sachez que si jamais vous en avez besoin et que vous voulez générer de l'HTML à la fin, vous pouvez utiliser ce HTML Webpack Plugin. Voilà, ceci étant dit, je vais le retirer et je vais ensuite retirer aussi du dossier public mon index.html. Mais vous avez vu comment on peut utiliser le serveur de développement. Alors il y a une autre version du serveur de développement qui est un middleware qui lui est utile. Alors, j'aurais pas dû fermer ma page, c'était webpack.js.org. Dans la partie développement, on vous présente en fait les différentes options pour le développement. La partie source map dont on a déjà parlé, le Webpack Dev Server qu'on est en train d'utiliser, et vous avez un niveau encore en dessous qui est le middleware. En fait, le middleware vous permet de créer un serveur web classique en utilisant Express.js par exemple, et ensuite vous pouvez rajouter le middleware Webpack qui va permettre de dire « Ah moi je dois distribuer les assets dès qu'on va taper /dist ou /assets ».
L'avantage, c'est que ça vous permet de faire des configurations beaucoup plus poussées. C'est notamment ce qui est utilisé, je crois, avec le template par défaut de Vue.js, mais là, c'est des usages vraiment particuliers. Donc si après vous êtes intéressé, que vous voulez aller plus loin sur une des choses dont on a parlé, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la documentation, à regarder les choses. Elle est vraiment bien faite. Et de manière générale, en fait, ce qu'il vous montre, c'est à chaque fois des sortes de petites diffs pour vous dire, voilà ce qu'il faudra rajouter pour cette partie-là. Mais comme vous le voyez, là, on a déjà quelque chose qui nous permet de travailler. Alors peut-être dernière petite remarque, c'est le cas où on veut distribuer les assets via le serveur de développement, donc comme on est en train de le faire actuellement. Je relance un coup de npm run dev et qu'on a en plus un serveur web classique entre guillemets pour le reste. Donc imaginons j'ai dans mon dossier public un nouveau fichier que je vais appeler index.php. À l'intérieur j'y mets du code HTML classique. Alors, je vais prendre mon autre éditeur. Je suis désolé pour la petite jonglerie entre guillemets. Et j'y mets mon code HTML. Au niveau de ce code HTML, je vais simplement charger le script et c'est là où je demanderai de charger le fichier manifeste pour savoir dans quel environnement on est, mais là on s'en fiche. Et je vais lui dire charge /assets/app.js. Et c'est tout ce que je vais faire pour le moment. Ce fichier, je vais le distribuer via PHP. Donc on imagine, nous par exemple, on utilise Laravel, Symfony ou n'importe quoi d'autre, et on lance ce serveur-là. Donc on fait un coup de php-s, localhost 2.8000, et on lui dit charge le dossier public par défaut. Donc maintenant, si je me rends sur localhost 2.8000, je vais voir ma page web standard. Et elle utilise le CSS de Bootstrap, mais mon système n'est pas chargé. Il va falloir que je lui dise, tu vas charger le fichier JS pendant la phase de développement sur le domaine du serveur de développement de Webpack. Donc c'est localhost 2.8080. Si maintenant je réactualise la page, je vois bien que j'ai quelques petits changements, et au niveau de la console, il me dit je ne trouve pas le fichier note.jpg parce qu'en fait lui dans le CSS qu'il injecte en haut de page il va injecter le chemin relatif et le problème c'est que c'est pas sur le même domaine du coup parce que les assets si vous vous souvenez elles sont distribuées via Webpack. Donc pour remédier à ce problème là, moi la solution que j'ai trouvée c'est au niveau donc, de ma partie donc c'est webpack.config.js, je vais l'éditer avec l'autre truc. Je lui dis en fait si on est en développement, le public path, je rajoute avant le nom de domaine complet. Donc on va me dire si on est en dev, ça fera http://localhost 2.8080. Donc je pourrais stocker des variables pour faire ça dynamiquement. Et ensuite ça sera assets. Si on n'est pas dans l'environnement, je mets juste rien. Donc ensuite ça je le mets entre parenthèses et je vais l'additionner avec les assets. Voilà ce que ça donne. Si je recoupe mon serveur, alors non pas PHP, mais mon serveur Webpack, et que je réactualise maintenant ma page, je vois bien qu'il met bien les bonnes informations. Et le module reload est bien activé. Je vais retourner dans mon CSS et modifier mon CSS dynamiquement. Par exemple, hop, on va s'imaginer, allez, on double ça, je sauvegarde, et ça ne bouge pas. Et en effet, au niveau de ma console, j'ai une erreur, comme quoi ici, il ne peut pas charger ça. On a un problème de access control origin. En fait, il galère un petit peu parce qu'on a une communication entre deux domaines et ça le bloque. Donc pour remédier à ce problème-là, au niveau de votre dev server, si je reviens dans la documentation, je vais vraiment dans la partie configuration. Pour la partie dev server, je peux lui rajouter des entêtes et je vais rajouter les entêtes qui correspondent aux courses. Donc ici au niveau de webpack.config.js, dans ma partie dev server, je rajoute ces différentes entêtes. Je sauvegarde, je coupe et je relance. Je réactualise du coup ma page. J'essaie de faire un petit changement au niveau de mon CSS. Donc je mets un translate ici à 20. Et lorsque je sauvegarde, je vois bien que ça fonctionne correctement. Et maintenant, j'ai bien mon système qui fonctionne et qui réactualise les choses. Donc ça, c'est une première solution pour travailler. Une autre solution, c'est que le serveur de Webpack, donc le Webpack Dev Server, on va aller sur la documentation, a la possibilité de faire proxy. Donc si vous vous rendez dans la partie documentation, vous cherchez Dev Server et vous avez ici proxy. Donc par exemple, on va lui dire lorsque je vais sur /web, je veux que tu ailles vers le serveur PHP. Donc on a cette première solution et on va plutôt choisir cette seconde solution. Parce que le serveur de PHP, on va avoir besoin de lui faire croire qu'on n'est pas en fait en train d'aller sur /web, mais on est en train d'aller sur l'URL classique.
Donc ici, je lui dis réefface tout ce qui commence par /web et met rien à la place. Et au niveau du nom de domaine, ça sera localhost sur le port 8000. Si maintenant je coupe mon serveur ici et je le relance, alors c'est pas le serveur de PHP qu'il faut relancer, mais c'est le serveur de Webpack. Lorsque je vais me rendre sur mon URL classique, donc 8000, il va charger le PHP, mais si je me rends sur localhost 2.8080, il va à la racine qui pour l'instant ne contient rien. Si je vais sur /web, il va faire proxy vers mon application PHP. Et on obtient une petite erreur. Il me dit la connexion a été refusée. Donc côté PHP, en fait, on va lui dire il faut que tu acceptes un peu plus que juste localhost. En point d'entrée, on va mettre 127.0.0.127.0.0.1. Je relance, je réactualise ma page et cette fois-ci, je vois bien que j'ai ma page PHP. L'avantage dans ce cas-là, c'est qu'on n'est plus obligé de mettre les en-têtes et qu'au niveau de mon PHP, je n'ai pas forcément à m'embêter à mettre toute cette adresse-là. Je peux juste lui faire croire qu'il doit charger les assets à cet endroit-là. Donc dans tous les cas, je serai quand même obligé de vérifier le manifest.json pour la mise en production, mais ça peut être utile. Et de la même façon, si je fais un petit debug, on va faire un var dump de $_server, histoire de voir s'il récupère bien la bonne URL. Hop. Dans mon request URI, je vois bien que mon serveur PHP croit qu'on est à la racine. Bon, moi, c'est une solution que j'aime beaucoup moins parce que ça oblige à avoir entre guillemets un faux sous-domaine. Ça crée pas mal de problèmes aussi avec d'autres librairies JavaScript ou d'autres chemins. Donc, je préfère avoir les deux complètement séparés. Donc, au niveau de mon développement en général, hop, dans mes conditions, je dis si jamais on est en développement, je charge les assets depuis le serveur de développement de Webpack et quand je serai en production, je chargerai le app.js qui aura été généré. Mais là, je voulais vous montrer les deux solutions, comme ça, si vous en avez besoin, vous pouvez utiliser le système de proxy, et sinon, vous pouvez utiliser cet autre système-là. Sachant que le truc qui serait complètement idéal, on est d'accord, ça serait de faire un truc comme ça. Mais si on fait un truc comme ça, lui, après, il va plus être capable de distribuer les assets. Donc, c'est pas terrible non plus. Bon, à la limite, je vais vous laisser ça, comme ça, si jamais vous voulez vous y référer, vous l'aurez à cet endroit-là. Donc là, maintenant, on a fait un bon petit tour du fonctionnement de Webpack. Et on est capable d'utiliser cet outil-là pour faire notre développement. Donc on sait utiliser Webpack pour compiler de JavaScript en utilisant les dernières nouveautés de l'ES 2015 et pour convertir ça en ES5, histoire que ça soit compatible avec les différents navigateurs. On a vu comment utiliser le système de modules. Pour cela, on utilise la syntaxe avec les imports. On a vu qu'il est possible de compiler du CSS directement aussi depuis Webpack. On a utilisé notamment Sass, on a utilisé aussi le CSS Loader. On a utilisé PostCSS pour mettre en place l'auto-préfixage. Et ensuite, on injecte ça directement dans la balise de style où on génère un fichier CSS lorsqu'on est en production. D'ailleurs, on a vu comment changer d'environnement pour pouvoir avoir une configuration de production et une configuration de développement assez simplement, avec un seul fichier de configuration et une variable pour déterminer l'environnement sur lequel on est. On a aussi vu comment linter le code pour s'assurer que tout fonctionne correctement et comment tester ça avec un vrai serveur en utilisant le serveur de développement. Donc avec toutes ces vidéos-là, vous devriez maintenant être capable d'utiliser correctement Webpack. Donc je ferai peut-être d'autres vidéos sur notamment la création de plugins et on ira un petit peu plus en profondeur sur certains éléments de Webpack. Donc si jamais vous avez des questionnements ou des choses qui, selon vous, mériteraient un éclaircissement, n'hésitez pas à poster un commentaire. Cette formation reste ouverte et de nouveaux chapitres peuvent apparaître. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!